Mais cette passion-là est venue être vraiment en contradiction avec ma nouvelle passion pour mon enfant, pour mon rôle de maman. Ouais. Puis là, c'était comme, OK, comment ça peut coexister pour l'avenir? C'était un gros débat. Fait que, toute la période, là, entrée à la garderie, OK, mais à quoi ça sert? Est-ce que ça sert à quelque chose? Qu'est-ce que je fais dans mon travail? Ouais. Bonjour tout le monde, mon nom est Hugo Labrec, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Outside the Box. Deuxième épisode aujourd'hui avec Audrey Gérard-Lachapelle. Bonjour Audrey, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Sur le dernier épisode, on a introduit les gens à l'assurance collective. On a fait comprendre l'aspect employeur, l'aspect employé, puis le rôle du conseiller ou du courtier dans le dossier. Aujourd'hui, on va parler un peu plus de ton parcours entrepreneurial. On va parler un petit peu de qu'est-ce que tu fais puis d'où tu viens. Oui. Donc, est-ce que tu voudrais, en fait, nous introduire, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode où ça te parle du collectif, qu'est-ce que tu fais en 2023, Audrey Gérard-Lachapelle? Alors, je suis propriétaire d'un cabinet qui s'appelle Serconam. Je fais uniquement de l'assurance collective et mon cabinet fait uniquement de l'assurance collective. Donc, ça veut dire que je ne suis pas du côté de l'assureur, je suis conseillère, courtière, ce qui veut dire que je conseille les entreprises pour mettre en place des régimes d'assurance collective ou changer de régime ou changer de courtier avec le même régime. Donc, c'est pas mal mon rôle. C'est vraiment l'accompagnement dans cette niche-là spécifique. C'est bon. Puis, tu es aussi une maman, puis tu as une vie de famille à côté de l'entrepreneuriat. Exactement. Quand j'ai commencé, j'avais pas d'enfant. Alors, j'ai commencé, ça fait déjà une dizaine d'années. Tu avais quel âge quand tu as commencé? À peu près 21 ans. J'étais aux études à temps plein au HEC, mais je faisais mes études sur 3 jours pour pouvoir faire mon permis en assurance collective à ce moment-là par les soirs. Donc, tu faisais du terrain et des études en même temps. Du terrain et des études en même temps. Fait que 2 jours semaine en train de créer des outils. À ce moment-là, je débutais là, dans le domaine de l'assurance collective 2 jours semaine. Les soirs, c'était mes cours, puis le HEC à temps plein sur 3 jours. Fait que c'était assez occupé autour de 21 ans. Et puis, tranquillement, à travers les années, ça a continué. En fait, quand j'ai eu mon permis, ça a commencé tranquillement avec les bons débuts là, de porte à porte. On est en quelle année à peu près à ce moment-là? C'est à peu près il y a 8 ans. OK. Après, il y a 8 ans. Fait que ça a commencé... avec moi qui avait 1000 idées, qui voulait repenser les façons de faire dans le domaine, qui regardait qu'est-ce qui a l'air de fonctionner, qu'est-ce qui a l'air de moins fonctionner. Puis j'avais le temps à ce moment-là, puis le pied de recul pour observer l'industrie, faire partie de rencontres aussi, parce que, mon beau-père était dans le domaine de l'assurance collective avec son cabinet Service Conseil André Martin. On en a parlé un petit peu à la fin du dernier épisode. Donc, à ce moment-là, je pouvais l'accompagner dans les rencontres, je pouvais apprendre énormément, écouter énormément. Je pense que ça a été ça beaucoup. Puis en faisant ce chemin-là, je pouvais observer qu'est-ce qui manque dans l'industrie. Puis quand tu es dans l'action, je m'en rends compte aujourd'hui, quasiment 10 ans plus tard, quand tu es dans l'action, tu as moins le temps de prendre ce pas-là puis de dire qu'est-ce que je crée. Puis, d'être moins en mode... On peut être moins en mode observateur parce qu'on est en mode création, puis plus concret, puis avec la clientèle et tout ça. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment en mode observatrice. Fait que ça m'a permis au HEC. Sortant de l'école, prête à faire du porte-à-porte. Du porte-à-porte, c'est plutôt rare maintenant qu'on en voit. Il y a quelques courtiers immobiliers qui le font encore, mais... même en assurance collective, c'était quand même rare dans le temps. Oui, mais j'imagine. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, moi, je vais faire du porte-à-porte? Bien, en fait, là, je me disais, puis je me dis encore, j'ai rien à perdre. Moi, j'ai rien à perdre. Puis ça, c'est mon moteur depuis jour 1. Tout ce que je fais à chaque jour, c'est des trucs que j'aime. L'assurance collective, j'adore ça. Semaine 1, quand j'ai ouvert des livres, moi, c'est pas compliqué. Là, quand mon beau-père m'a dit « Je veux savoir si tu vas aimer l'assurance collective », il m'a donné un contrat de 142 pages. Puis, j'ai dit « Je vais lire le contrat de 142 pages. Je vais apprendre qu'est-ce qu'il y a dedans, mais je vais le faire au soleil sur ma chaise longue. » Ça a commencé comme ça. Fait que, OK, à mes conditions, dans mon cadre à moi,
mais intéressée, rigoureuse. Alors, j'avais mon surligneur, puis je prenais mes informations. Mais tout de suite, on voyait que je voulais mettre mon propre cadre, tu sais, pour rentrer dans le projet tranquillement. Fait que ça a commencé comme ça. Est-ce que tu te sentais outside the box? Oh my God, oui, tellement. Tellement, parce que dans l'industrie, premièrement, une femme dans l'industrie, deuxièmement, une femme aussi jeune dans l'industrie. Tu sais, j'étais encore à l'école, j'étais encore au HEC. Fait que... Et même qu'au HEC, j'ai fini les HEC avec 2 spécialisations, marketing et entrepreneuriat. Puis dans le volet entrepreneuriat, le programme au HEC était super intéressant. C'était l'accompagnement d'entrepreneurs ou repreneurs. Dans mon cas, c'était reprenariat. Puis il nous accompagnait finalement dans le processus, puis justement d'observer notre industrie, puis comment nous, on allait entrer dans l'industrie, que ce soit en créant une entreprise ou en reprenant une entreprise. Mais tu peux pas reprendre une entreprise puis continuer un modèle totalement existant puis juste absolument rien changer. Dans mon œil à moi, je pense que tu dois prendre les bons aspects, ce qui fonctionne bien, ce qui est bien rodé, mais il faut que tu y mettes ta touche à toi pour que ça fonctionne puis que ce soit un petit peu plus à ton image. Alors, le HEC m'accompagnait dans le programme pendant 1 an de temps avec ce reprenariat-là là, dès le début. Bien, je crois que il y a 2 visions là, sur les études puis le terrain. Je crois que l'HEC t'ont aidé pour ta transition vers le terrain. Tu dirais que c'est quoi le contraste entre l'université et l'entrepreneuriat? C'est quoi les... il y a énormément de contrastes parce que, en fait, là, je pense que je sortais beaucoup du cadre parce que, tu sais, à cet âge-là, commencer dans le domaine de l'assurance collective, c'est rare quand même. Là. Souvent, on atterrit en assurance collective. Un peu plus tard, on va commencer par d'autres chemins, puis on va atterrir dans le monde de l'assurance collective. C'est rare que quelqu'un va commencer sa carrière en collectif, puis surtout en courtage collectif. Des fois, on va commencer chez l'assureur. Avec une bannière, oui. Mais commencer en courtage collectif de zéro, c'est extrêmement rare, tu sais, à 22 ans. Oui, c'est un gros saut. Et je pense que ça faisait plus peur aux gens autour qu'à moi. Parce que moi, j'avais une naïveté là, complète. Là. Les gens qui m'accompagnaient au HEC, j'avais des bons mentors qui m'aidaient, mais je la sentais, leur peur, puis leur crainte. Puis, tu sais, il y a même une personne en tant que telle au HEC qui m'a dit, tu sais, t'as beaucoup de potentiel. C'est dommage que tu en ailles en assurance collective. Et là, je me disais, quand la personne a dit ça, je me disais, mon Dieu, je vais encore plus faire ça. Je vais encore plus faire ça parce que ça veut dire que l'industrie est tellement cadrée depuis toujours avec des mêmes manières de faire que c'est comme ça qu'on fait de l'assurance collective puis on compare des taux sur des feuilles Excel. Puis non, il y a sûrement d'autres choses. Il y a sûrement du branding de régime collectif. Il y a sûrement des vidéos d'informations à faire. Il y a d'autres choses. Outside the box, c'est ça. Il existait d'autres choses. Puis je me disais... ça n'a pas nécessairement été fait encore, ben c'est à moi à le créer. Puis ma naïveté, le fait que j'avais rien à perdre dans ma tête, faisait en sorte que j'étais comme, tant qu'à faire autre chose, je vais faire ça. J'ai le goût de faire ça, j'ai des idées. Tu as décidé de devenir le changement que tu voulais voir. Vraiment, vraiment. Puis tu sais, ça n'aurait pas nécessairement été possible si, tu sais, il faut quand même regarder les faits. Je veux dire, il fallait que je puisse manger puis habiter quelque part. Là. Donc, ça aurait été difficile si j'avais été complètement partie de zéro. Donc, à ce moment-là, ce qui a été précieux, c'est le transfert de connaissances. Donc, mais de connaissances pures, contractuelles, analyse financière et tout ça que j'ai eu avec mon beau-père. Après ça, le transfert de connaissances ne fait pas une création de clientèle. Non. Ne fait pas que tu vas faire ou pas toutes les étapes difficiles qui vont être à passer pendant 10 ans de temps, ça, il faut que tu les fasses toi, peu importe ton industrie, tu sais. Fait que ça l'aide. Ça a été précieux, parce que je pense que c'est quelque chose qui est plus difficile aujourd'hui de prendre le temps, là, tu sais, d'accompagner, de transférer les connaissances. C'est quelque chose qui est difficile quand tout va vite puis qu'on n'a pas de projet à accomplir. Mais ça l'est même quand tu engages, c'est un enjeu de dire je dois engager, mais quand est-ce que je vais le former? Quand est-ce que je vais prendre le temps adéquat pour lui montrer la bonne méthode puis qu'après, il soit autonome? Et ça, c'est... Étant donné qu'André, mon beau-père, le fait avec moi, m'a vraiment pris par la main, en fait, m'a fait une place à côté de lui à d'innombrables rencontres. J'ai eu la chance d'aller dans des rencontres que quelqu'un de 23 ans participait pas. Les gens, mes collègues à l'école n'étaient pas en train de vivre les rencontres dans une grande entreprise avec une équipe de direction le vendredi que moi, j'avais la chance de vivre, tu sais. Puis, un exemple qu'on avait en tête qui s'était passé, c'était
au HEC, c'était quand même assez carré. Ouais. Les lignes étaient assez carrées du monde des affaires, Ouais. puis de comptable, puis de finance. Puis un des premiers propriétaires d'entreprise que j'ai vu, quand j'étais arrivée le vendredi matin au meeting, il était en camisole puis en gogoune. Moi, c'était pas ça, un propriétaire d'entreprise. Moi, c'était un veston, une cravate. C'était plus démocratique. Exact. Puis à ce moment-là, j'ai vu que, OK, les propriétaires d'entreprise, là, ils sortent de la boîte. Là, Ouais. puis ils créent, puis ils gardent leur image, puis ils ont des idées. Puis Ils accomplissent des trucs extraordinaires. Oui. Je les adore. Fait que ça, je voyais pas ça sur les bancs d'école. Je voyais les cas réels de financiers puis comptables, mais je voyais pas la vraie personne avec ses idées. C'est ça qui a été pertinent de mixer école puis... Oui, ça a été une école 2.0 vraiment. De sortir de l'école. Puis aujourd'hui, je veux le faire, dans le sens où, maintenant, mon conjoint dans la vie est aussi dans l'entreprise avec moi, fait partie de l'équipe et du cabinet. Puis c'est récent, ça fait quelques mois, mais je me vois avoir tellement d'intérêt à prendre un peu du rôle qu'André, mon beau-père, a eu avec moi. Transmettre tes connaissances. Énormément. Puis... Je passe du temps sur ça. J'invite à m'accompagner dans les rencontres. Je veux transmettre à chaque membre de mon équipe, je veux transmettre quelque chose. Puis j'ai encore 40 ans à apprendre. Ouais. Ça fait juste 10. Mais ce que je pense que j'ai vu des choses dans les 10 ans, puis ces petites parcelles-là, si je peux les transmettre, ben ça va faire juste que l'autre conseiller... Ouais. Je veux juste que les autres conseillers deviennent 10 fois meilleurs que moi. Fait que si je peux leur donner des... Oui, puis c'est de leur donner, c'est plate de dire des raccourcis, mais de leur faire éviter des expériences que tu as vécues, comme par exemple, c'est quoi les enjeux d'être une jeune femme en affaires? C'est quoi que tu as vécu? Puis c'est quels conseils tu donnerais aux jeunes femmes en affaires? Oui. Je pense que il y avait cette naïveté-là que je parlais, là, qui est un peu, rien à perdre, je fais ce que je veux, comment je le veux, je crée... Ça, là, je pense que c'était nécessaire parce que faut que tu te mettes t'as pas le choix, là, faut que tu te mettes des barrières, faut que tu focuses parce que malheureusement, là, encore à ce jour, il y a vraiment pas longtemps, tu sais, je viens de parler de mon conjoint qui est avec moi en affaires maintenant et il est présent à des rencontres avec moi. Puis malheureusement, il y a à peine quelques mois, j'ai encore vécu de présenter une analyse financière pendant 1h30 de temps et la personne regardait que mon conjoint. Qui ne disait pas un mot dans cette rencontre-là. C'était mon analyse financière. Ouais. Est-ce que cette fois-là, ce contexte-là... Malheureusement, c'est arrivé à plusieurs reprises. Ouais. Fait qu'être une jeune femme dans ce domaine-là, c'est quand même un défi. Sauf que moi, à la fin de la journée, je fais mon travail. Ouais. L'analyse financière, c'est moi qui l'ai créée. Je suis capable d'expliquer, je donne mon maximum. Si malheureusement... la personne avec qui je fais affaire en avant de moi, que j'ai mis toute mon énergie puis mon cœur dans le travail, si la personne ne peut pas recevoir mon message parce qu'il y a un biais inconscient qui ne veulent pas travailler avec peut-être quelqu'un d'un peu plus jeune, une femme, peu importe, c'est probablement un biais inconscient. Mais si c'est là, ben, je peux rien faire. Ça coupe le pont entre la valeur que tu peux ajouter puis la relation, comment est-ce qu'elle va évoluer. Puis, tu sais, c'est pas juste une... Je me questionnais, quand j'étais sortie de cette rencontre-là, je me suis dit, est-ce que c'est une perception que j'ai eue qu'il n'y avait pas d'interaction possible? Et en fait, c'est que j'en ai pas parlé. De cet exemple-là, j'en ai pas parlé à mon conjoint. C'est mon conjoint qui m'a dit à quel point, Audrey, il me regardait seulement moi. Ouais. Puis là, ça m'a fait rendre compte que... Ça a confirmé... Ça a confirmé. Après ça, moi, j'avance. Moi, je suis comme un train. Tu embarques dans mon train, tu sors de mon train, on va créer des affaires ensemble. Ça va être malade, le chemin qu'on va faire. Puis avec mes clients, je veux ça aussi. Fait que si mon âge ou mon sexe est un problématique... Oui, mais ça fait pas partie du train. Ça fait pas partie du train. Mais c'est sûr que c'était un frein. Je pense que c'était un frein plus au début de ma carrière. Parce que j'avais aussi une inexpérience. Exact. Donc, tu savais que tes compétences étaient encore très jeunes puis qu'ils allaient évoluer. Oui, exact. Fait que je pense qu'une petite chose que j'avais naturellement, c'était le contraire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu me poses des questions, moi, je réponds, puis je suis pas dans ce que je vais dire, mais dans la vie quotidienne, dans mon contexte d'apprentissage, j'étais énormément dans l'écoute. Puis, avant de m'avancer sur quelque chose, j'ai écouté longtemps. Puis c'est le conseil que je donne
à mon équipe quand ils commencent à travailler tranquillement dans le volet plus conseil, le volet consultation, en devenant courtier. Il faut écouter. Écouter, prendre le temps, puis après ça, se bâtir une position de conseiller. Ça, moi, ça m'a servi, je pense. Ça a été un départ lent. Fait que c'est ça que je veux dire. Ça a été une croissance. Mes 10 dernières années, ça a été tranquillement. Ça s'est pas fait tout seul du jour au lendemain, mais je pense que c'était pertinent que ça se passe comme ça. Là. Définitivement. Puis, tu sais, c'est pour ça que c'est correct de le vivre, c'est correct de le transmettre différemment parce que tu veux faire sauver un petit peu de ça à ton équipe, mais il faut qu'ils le vivent aussi pour avoir leur observation, leur perspective, puis développer leur propre compétence. Puis chaque conseiller a sa propre façon, ses propres aptitudes, des côtés, des avantages ou des points positifs qu'ils ont par rapport à d'autres petites choses qui sont à travailler. Chaque personne est unique, puis à la fin de la journée, c'est ça qui est le fun aussi, c'est que leur vision de l'analyse de telle situation, de tel cas à étudier en assurance collective va être différente. Fait que, on travaille beaucoup le brainstorm chez nous, là, de travailler les dossiers en brainstorm pour voir vraiment quelle zone on n'a pas vu, quel angle mort on a dans l'analyse. Oui, mais sur un des épisodes, on avait parlé d'être coachable, puis ça en fait partie. Oui. De demander l'opinion de ton équipe, des gens qui t'entourent pour pouvoir t'assurer que t'es on top dans ce que tu fais. Vraiment. Puis si le jour où je vais penser que je vais avoir toutes les connaissances au complet puis que j'ai plus rien à apprendre, c'est le temps que je sorte de l'industrie. Ouais. C'est vraiment comme ça que je le vois à chaque jour. Ben, je trouve que c'est plein de golden nuggets, puis j'apprécie l'épisode jusqu'à ici. C'est pour ça que je vais me permettre de dire que tu as gagné un prix récemment. Tu es allé à un congrès, puis je crois que ça mérite qu'on le mette de l'avant. Tu veux-tu mettre en contexte c'est quoi le congrès que tu es allé, c'est quoi qui t'a gagné? Oui, c'était le congrès national du régime des chambres de commerce, qui est le regroupement qu'on a parlé en assurance collective un petit peu plus dans l'épisode d'avant. Et puis le congrès, en fait, regroupe l'ensemble des conseillers au Canada qui se sont classés pour se rendre au congrès, finalement. Pour se classer, bien, ça veut dire qu'on a une bonne rétention de clientèle. Une rétention, ce que ça veut dire, finalement, c'est que le service qu'on donne est apprécié, puis les gens veulent rester. Exactement. C'est pas une rétention parce que nous, c'est une rétention parce que le service est bien à quelque part. Puis aussi dans la croissance, peut-être un cabinet qui est actif dans le développement. Et donc, on s'est rendu à Banff. C'était une belle destination pour le congrès. On s'est rendu, puis on est à ma super grande surprise. On a eu 2 prix, en fait. Un premier prix pour le développement des affaires, puis un deuxième prix national pour la rétention de la clientèle avec le plus haut taux de rétention dans notre catégorie. Donc ça, c'était surprenant, mais en même temps, dans mon day-to-day, dans mon cabinet, je le sais que ça se passe bien. Je le sais que mes clients me témoignent, les clients de notre cabinet témoignent qu'ils sont contents, qu'ils sont bien servis, mais là, c'était la petite tape dans le dos, comme... c'était sur combien ça compte combien de conseillers au Canada? À peu près 300 cabinets à travers partout le Canada. Et c'était quand même assez surprenant que les 2 prix dans ma catégorie, j'ai une catégorie d'envigueur qui est assez élevée, ce qui est encore plus difficile d'avoir des hauts taux de rétention dans ces catégories-là, parce que plus tu as de clients, plus ton cabinet grossit. Plus c'est difficile d'atteindre des pourcentages de rétention, qui sont élevés. Ben, c'est normal, c'est ça qui fait que des fois, il y a un clash dans les gens qui ont beaucoup de volume de nouvelles affaires, de continuer d'entretenir le lien avec la clientèle existante. C'est peut-être ça aussi, je crois, la problématique dans les grosses institutions. Des fois, les gens trouvent que le service n'est pas personnalisé. Je veux dire, ben, c'est justement, le volume est tellement gros que c'est difficile de garder de la rétention puis du service à la clientèle. Oui, tellement. Puis c'est probablement une des choses qu'on fait pour expliquer ça, c'est... Chaque lundi, quand on fait une rencontre d'équipe, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas quelqu'un qui dit on pourrait faire telle chose, on pourrait changer telle chose. Chaque semaine, encore cette semaine, c'est arrivé. On lisait un document, puis il y avait beaucoup trop de texte, c'était pas assez clair, net, c'est pas optimal. Ça faisait la job, c'était pas optimal. Mais si tout va vite, tout roule, puis
ben tu n'es pas en train de te questionner sur tes pratiques constamment. Puis je pense que c'est ça qu'on a essayé de faire puis qui fonctionne, qui semble bien fonctionner. En tout cas, c'est de s'arrêter, de prendre le temps tous les lundis pour trouver une petite chose. Une petite chose là, une petite chose là, une petite chose là. Ah, on va créer un guide simplifié pour telle chose. Ah, notre guide là, on va le retravailler. On est constamment en train de travailler sur nos outils. Puis les gens qui font partie de l'équipe chez Cerconam, c'est des gens qui adorent travailler sur des outils de travail. Oui, donc ça m'amène un peu à dire, quand on avait fait la préparation du podcast, tu m'avais dit, tu penses que tu as gagné ce prix-là parce que vous faites les choses pour les bonnes raisons. Exactement. Je pense que tous les membres de l'équipe là, est impliqué. On fait les choses pour les bonnes raisons. Si on n'avait pas autant envie de bien servir notre client, on ne se chercherait pas du travail. Tu sais, j'ai l'impression que c'est des fois, on cherche du travail, dans le sens, le lundi, on en aurait assez du travail pour juste faire notre petit bonhomme de chemin dans notre semaine. On ne serait pas obligé de se rajouter. On va optimiser ça, puis recréer un guide, puis repenser ça, puis retourner une vidéo de plus. Puis... Mais quand je dis on cherche du travail, c'est qu'en fait, on veut s'améliorer. C'est ça. Pour, au final, notre client, qui bénéficie de tout ça? Nos clients. Exact. Exact. Puis je pense que l'entrepreneur derrière aussi bénéficie de ça. Oui. Il y a le client, mais il y a tout l'aspect de... Tu regardes justement, aujourd'hui, on parle de ton parcours des 10 dernières années, tu vois le chemin que tu as fait. Incroyable. C'est très gratifiant pour toi. Puis quand tu pars en vacances, tu sais... Il y a une équipe. Exact. Il y a une équipe. Puis ça, c'est sûr que, tu sais, pour moi, quand je regarde les 10 dernières années, on dirait que j'ai vécu 20 vies. Là. Ouais. C'est pour ça, tu peux rappeler aux auditeurs, t'as quel âge? Oui, je vais avoir 30 ans. J'ai 29 ans en ce moment. Fait que, ça a déboulé tout ça là, rapidement, mais on dirait que... Tu sais, il n'y a pas une journée du début à aujourd'hui que je me suis levée et que ça ne m'a pas tenté, pour vrai, de faire ça. Donc, tu as vraiment une vision très forte, un focus. Oui, hyper fort. Pas sur quand je vais avoir accompli ça. Moi, c'est pas là mon truc. Moi, et le meilleur exemple, c'est les prix. Ah, c'est super cool, les prix. C'est le fun. C'est le fun pour mon équipe. C'est le fun pour... c'est le fun parce qu'effectivement, on a travaillé fort, puis c'est une belle petite récompense. Mais pour moi, ça, c'est loin d'être mes objectifs puis mon why. C'est vraiment pas ça. Puis si ce l'était, ben ça serait bien plate parce que là, un coup que tu as les prix, tu fais quoi? Là, tu veux d'autres prix puis tu cherches juste ça. Chaque personne dans mon entreprise, j'ai l'impression que ce qu'on a là, c'est que c'est réellement les besoins du client qu'on a à cœur. C'est vraiment ça. Puis ça fait en sorte que quand on se lève puis qu'on commence notre journée, ben c'est une mission plus grande que juste tâches, le collectif, puis les prix, puis l'assurance. C'est vraiment une passion d'avoir plus de connaissances, d'aller chercher, de tout le temps s'optimiser personnellement, puis aussi dans l'entreprise. Ben, comme tu dis, c'est de grandir, puis... en 10 ans, il s'en passe des affaires. Là, comme je reviens sur la femme entrepreneur puis ton parcours. Avoir des enfants aussi, c'est un enjeu quand on est une femme entrepreneur. Est-ce que tu veux parler un peu de ça, donner des trucs aux femmes entrepreneurs qui nous écoutent? Oui. C'est sûr qu'effectivement, dans mon parcours, là, j'ai vu une différence énorme entre Audrey qui n'était pas maman, puis Audrey qui est devenue maman il y a 2 ans et demi de Mathis. Je me souviens même que je t'avais appelé pour t'en parler, pour te dire « Wow, à quel point que ça fait une différence dans ce que tu peux accomplir, tu sais, le nombre d'heures que tu peux faire, le nombre... » Là, tu as vraiment là, un agenda qui se complexifie quand tu deviens maman. Tu peux plus mettre tout le même focus. C'est comme si avant, c'était un laser focus sur travail, puis après ça, vie personnelle. Puis là, il y avait les deux choses. Puis s'il y avait plus de travail, plus d'opportunités qui se présentaient... moins de vie personnelle. Moins de vie personnelle. Puis ça se balançait comme ça, puis c'était pas grave, là, tu sais. C'est juste, au pire, c'est un souper de moins. Mais là, tu peux pas faire ça avec un enfant parce que lui, il va revenir de la garderie à la même heure, à tous les jours. Il va avoir besoin de souper, il va avoir besoin de faire un bain, il va avoir besoin... Là, il n'y a pas de... pour 2 mois, là, un peu moins d'enfants. Ben non! C'est pas ça, la vie, là. Fait que ça, c'est une méga différence. Puis dans le cœur de maman aussi, moi, j'ai eu un gros débat interne que, justement, je parle de ma passion pour l'entrepreneuriat, pour avoir bâti cette entreprise-là, finalement, dans les dernières années. Mais cette passion-là est venue être vraiment en contradiction avec ma nouvelle passion
pour mon enfant, Ouais. tu sais, pour mon rôle de maman. Ouais. Puis là, c'était comme, OK, comment ça peut coexister pour l'avenir? C'était un gros débat. Fait que, tu sais, toute la période, là, entrée à la garderie, OK, mais à quoi ça sert? Est-ce que ça sert à quelque chose? Qu'est-ce que je fais dans mon travail? Ouais. Ça accomplit-tu vraiment une mission? Mais maintenant, est-ce que ma mission, c'est vraiment plus d'être auprès de mon enfant? Et tout ça, là, je pense que entrepreneur ou tout simplement... Parents, tout court, là. J'avais cette discussion-là justement avec une amie ce matin qui retourne au travail, puis qui a son enfant qui rentre à la garderie, puis qui a exactement le même débat interne. Est-ce que j'adore ce que je fais, puis j'ai toujours adoré ce que je fais, j'ai toujours été passionnée, mais là, maintenant, je suis déchirée, je veux être aux deux endroits en même temps. Comment moi, on s'en était parlé, puis j'ai vu l'évolution où est-ce que tu es revenu focus dans ton entreprise. Ouais. Comment ça s'est passé de prendre du temps ou de mettre des idées claires? Puis... Ça a fallu que je me donne du temps. Du temps pour vivre ce débat-là. J'ai compris que ça n'allait pas durer une semaine. J'ai compris que ça allait durer quelques mois où est-ce que je devais me trouver mon équilibre d'être maintenant et maman et entrepreneur. Puis la grosse différence, c'est qu'avant, j'étais quelqu'un qui fonctionnait selon son intuition du moment. Donc, si j'avais une idée à 4 heures du matin pour faire une refonte d'une analyse financière, je m'en allais à mon ordinateur, je faisais une refonte. J'ai déjà créé des PowerPoint là, en plein milieu de la nuit parce que j'avais une idée tellement forte puis je voulais l'accomplir maintenant puis j'étais comme poussée de... Puis je dormirais un peu plus demain matin. Ouais. Mais là, ça se peut pas là, parce que là, demain matin, à 6 heures, Coco va se réveiller puis j'ai une routine matinale à faire avec lui. Donc, ce que j'ai fait, c'est que naturellement, au fil des semaines puis des mois, j'ai vraiment recadré mon travail en me disant maintenant, c'est telle heure à telle heure, même si j'avais toujours détesté ce modèle-là avant parce que je faisais, entre autres, toute cette gestion-là d'entreprise pour avoir ma liberté puis mes horaires selon mon intuition. Là, tu reprends un 9 à 5 si on veut. J'ai repris ça, mais ça m'a sécurisé. C'est vraiment par ça que ça m'a sécurisé en me disant, de telle heure à telle heure, je suis 100% focus sur mon entreprise. Puis, j'ai appris à rentrer dans ce cadre-là de telle heure à telle heure. Et pour moi, c'était super important, il faut quand même que je le dise, c'était hyper important pour moi d'être à la garderie tôt, tous les jours. Alors ça vient quand même avec... il y a quelque chose d'autre qui va peut-être... Exact, un ajustement de l'autre côté. C'est sûr. Fait que moi, ce que j'ai décidé, c'est peut-être qu'il va y avoir un ralentissement de la croissance dans l'entreprise, mais c'est un moment de vie. Puis j'avais pris cette décision-là, donc j'étais sereine avec ma décision à ce moment-là, quand j'ai vraiment fait le choix conscient de je vais me focusser sur mon rôle de maman parce que c'est plus important pour moi. Puis là, ça, c'est vraiment une décision personnelle, c'était plus important pour moi d'être à la garderie maximum 4 heures, les pieds dans la garderie tous les jours. C'était Puis c'était à 3h15. Puis après ça, c'était... Puis là, tranquillement, c'est 3h15. Puis c'était 3h30. C'est devenu 3h45, puis c'est devenu 4 heures. Ouais. Et je démarre pas cette règle-là. 4 heures, je veux être à les pieds à la garderie. Sinon, c'est là que j'ai réalisé que ma passion pour l'entrepreneuriat, puis bâtir avec mon équipe l'entreprise, j'ai réalisé que si à 4 heures, je suis pas à la garderie, j'ai beaucoup moins de cette passion-là. Ouais. Donc, je suis... Parce que tu sors de ta zone, le périmètre qui est établi. Mes besoins personnels sont pas respectés si je trouve pas. Alors, j'ai trouvé ce cadre-là. Et là, vient avec tous les parents qui savent les millions de virus à la garderie, puis les horaires instables, et tout ça, les surprises d'horaires. Puis quand on a des rencontres prévues à l'agenda, c'est pas évident. Mais j'ai un réseau de support qui m'aide beaucoup. Puis, je navigue dans tout ça. Puis là, je trouve que j'ai trouvé ma belle zone, confortable. Je me sens bien. Ça a été, tu sais, mon petit a 2 ans et demi. Ouais. Exact. Fait que je me suis laissé le temps d'avoir une zone de juste ajustement, respecter mes besoins. Puis après ça, j'ai vraiment comme repris le B. Puis bon, là, je suis enceinte de bébé 2. Félicitations. Merci. Donc là, il va y avoir encore... tellement le regretter. Mais il va y avoir à nouveau une période de déséquilibre. La différence, c'est que là, j'ai l'impression que je la connais, cette période-là de déséquilibre. Ça ne sera pas du tout le même, un enfant complètement différent. Mais je peux plus envisager
les émotions que je vais Ouais. vivre par rapport à mon Tu peux ajouter tes attentes aussi par rapport aux répercussions puis à la transition qui s'en vient. Oui. Puis je trouve ça correct, tu sais, parce que vraiment, je l'ai expérimenté. Si mes besoins personnels ne sont pas répondus, je ne suis pas l'entrepreneur que tu es quand tu es dans ta zone. Fait que vaut mieux continuer, faire mon petit bonhomme de chemin. Je disais, c'est une croissance tranquille, mais qui est magnifique sur 10 ans. Ben, je pense que c'est ça qu'il faut que je continue pour rester dans ma belle zone, tu sais. Je pense que c'est des bons mots de la fin. On arrive à la fin de l'épisode. Je te remercie beaucoup encore, Audrey, d'avoir accepté de venir partager ton expérience puis ton parcours aux auditeurs du podcast Outside the Box. Merci à vous pour votre écoute. On se voit au prochain épisode. Bonne fin de journée. Merci.